le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui nous annonçait hier sur BFM TV que des mesures de restriction de circulation ont été prises contre des dignitaires algériens. Ce matin, il dit qu'il veut embarquer les partenaires européens pour que des mesures de restriction de visa puissent être décidées au niveau communautaire. Éric Coquerel, est-ce la bonne réponse à apporter face au refus d'un certain nombre de pays, de l'Algérie notamment, de reprendre ses ressortissants illégaux ? Alors on va parler de l'Algérie d'abord, si vous voulez. Parce que c'est le pays dont on parle le plus en ce moment. Parlons de l'Algérie. Moi je pense que ce qu'est en train de faire la France vis-à-vis de l'Algérie, c'est une bêtise rare et une faute historique. Voilà. Pourquoi une bêtise et pourquoi une faute ? Je vous explique, parce qu'on a deux histoires communes, on n'a pas avec le même rôle évidemment, on est des deux côtés de la Méditerranée, il y a, si je me trompe pas, 900 000 franco-algériens, avec leur descendance, ça doit faire 6 millions de personnes si on va jusqu'aux petits-enfants, donc notre histoire, elle est profondément liée. Nos intérêts historiques, nos intérêts économiques, nos intérêts, j'allais dire presque en tant que nation, c'est d'avoir des bonnes relations avec l'Algérie et non pas. Sauf qu'elles ne sont pas bonnes. Oui, bien sûr, mais la faute de qui ? Qui est en train quelque part d'utiliser tous les sujets pour tendre avec l'Algérie ? Ça a commencé. Je me prononce pas sur le fond, mais vous comprenez bien que quand cet été, ça a été refait il y a quelques jours par Gérard Larcher, hier je crois, va au Sahara occidental en expliquant qu'il est pour un Sahara occidental marocain, alors que tout ça est dans les mains de l'ONU, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait dessus. C'est des choses qui, évidemment, pour Alger, est vécu comme une provocation. Je me prononce pas encore. Je pense que la France ne devrait pas s'engager, ne serait-ce que par justement les franco-marocains ou les franco-algériens. Elle devrait faire attention justement à pas ouvrir des cicatrices et finalement, à agir en tant que puissance encore néocoloniale. C'est quand même paradoxal. Ça vous étonne pas que ça soit le ministre de l'Intérieur? Attendez, vous dites agir comme une puissance néocoloniale. Oui, je pense qu'aujourd'hui, la France agit encore vis-à-vis des pays de l'autre côté de la Méditerranée comme une puissance néocoloniale. Ce que dit Bruno Retailleau, il dit la méthode douce, elle a été... vous parlez de Retailleau, vous trouvez que c'est normal que ça soit le ministre de l'Intérieur qui parle des relations franco-algériennes, c'est-à-dire par rapport à un pays, il a la charge de la question migratoire, le ministre de l'Intérieur. Mais il ne se contente pas de dire ça, vous avez remarqué. Il dit la méthode douce a été testée pour faire en sorte que ces pays délivrent un certain nombre de laissez-passer consulaires, que l'Algérie, en l'espèce, délivre un certain nombre de laissez-passer consulaires. Bruno Retailleau dit ça n'a pas marché la méthode douce. Mais ça veut dire quoi, ça n'a pas marché la méthode douce ? Et donc on fait quoi ? On envoie des troupes en Algérie ? Enfin, c'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette tension qui est provoquée ? Monsieur Macron avait été... Éric Coquerel, un point important. Pour vous, elle est entretenue depuis Paris, cette tension. Je pense que Bruno Retailleau dit c'est l'Algérie qui installe le rapport de force. Oui, je pense que montrer comme ça ses muscles sans arrêt en disant attention, vous allez voir ce que vous allez voir, alors qu'on va voir rien. Aujourd'hui, l'Algérie a moins besoin de la France que l'inverse, notamment au niveau du gaz, etc. Et il y a d'autres puissances qui l'ont très bien compris. Les États-Unis l'ont très bien compris. Elles n'ont pas ce rapport avec l'Algérie. Donc tous nos intérêts, je le répète bien, tous nos intérêts sont à l'inverse de cette espèce de confrontation, mais en plus de ça, qui met en tension une grande partie de notre population. Je vous ai dit, c'est pas anodin si vous avez l'Algérie cherche à humilier la France. Dit le ministre de l'Intérieur, dit Bruno Retailleau. Est-ce que vous avez un ministre, excusez-moi, est-ce que vous avez un ministre de l'Intérieur algérien qui se permet de dire ce que doit être la France et les rapports entre la France et l'Algérie? Enfin, c'est quand même, la façon de faire, c'est hallucinant. Je crois que monsieur Retailleau se rend pas compte que la colonisation, c'est fini. C'est pas le ministre de l'Intérieur français qui gère les relations avec l'Algérie. C'est fini, ce temps-là. C'était du moment de la colonie. Donc, il faut arrêter, il faut baisser d'un ton, il faut avoir à nouveau des rapports diplomatiques normaux avec l'Algérie en tant que puissance à puissance, parce que ce sont deux puissances, deux pays qui devraient être des pays amis parce qu'ils ont une histoire commune. Et encore une fois, je vous le répète, est-ce qu'on pense à nos 6 millions de concitoyens qui, d'une manière ou d'une autre, ont une filiation avec l'Algérie? Je veux dire, ça met une tension terrible. Donc, que monsieur Retailleau se calme, c'est à monsieur Barrot et à la diplomatie française de se mettre au travail, et peut-être... Parce que vous voyez bien que derrière cette question de QTF, l'obligation de quitter le territoire français. Vous voyez bien que c'est autre chose dont il s'agit. C'est-à-dire que l'Algérie utilise ça c'est clair, dans son rapport aujourd'hui avec la France, qui n'est pas un bon rapport. Monsieur Macron avait été à Alger, avait comme il le fait souvent, dit un peu tout et n'importe quoi, parlé de nouveaux rapports. Il n'y a rien eu derrière. Il n'y a rien eu de concret entre la France et l'Algérie. Donc moi, j'appelle à l'apaisement, j'appelle à avoir des relations à nouveau, j'allais dire, moins conflictuelles, et que la France
France arrête aussi de se mêler peut-être de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Éric Coquerel, comment est-ce que vous vous y prendriez, vous, insoumis, pour 1, apaiser ces relations, et 2, obtenir de l'efficacité aussi dans les demandes françaises? Enfin, j'imagine que si vous étiez au pouvoir, vous souhaiteriez aussi que l'Algérie délivre plus de laissez-passer consulaires pour un certain nombre de personnes qui n'ont pas à être sur le territoire français. Mais sûrement, mais encore une fois... Mais comment vous y prendriez ? Comment ça se passe? Par exemple, je pense que si demain on se retrouvait, aller à Alger, bien sûr, je pense que si demain Jean-Luc Mélenchon ou par exemple présider le pays, puisque vous savez que je pense que ça devrait être notre candidat, ou si nous gouvernions, je pense qu'un des premiers voyages diplomatiques que nous devrions faire, c'est d'aller à Alger. Voilà, de renouer des liens, j'allais dire basés d'égal à égal avec Alger et rediscuter, et non pas d'avoir ce genre de rapport de matamor qu'aujourd'hui Monsieur Rataillou utilise, avec, on voit bien en plus, parce que tout est derrière un espèce de fond raciste qui est le sien. Je pense que ce n'est pas ça. Mais mélanger la question de l'immigration, la question des OQTF et la question des rapports avec l'Algérie, je pense que ce n'est pas sain, ce n'est pas bon, et c'est pas ça qui peut régler le problème, parce que une fois fait ces déclarations, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment on va... On pose la question, qu'est-ce qui se passe? D'accord, eh bien, il se passe rien parce que l'Alger ne bougera pas par rapport à ça. Donc c'est pas par ces moyens. Ça ne servira à rien, ces mesures qui sont annoncées, ces prises de parole, Éric Coquerel, sur les restrictions de circulation pour des dignitaires algériens et éventuellement des visas restreints au niveau européen. Je pense que ça ne servira à rien. D'abord parce que, contrairement à ce qui se passe depuis longtemps, on parle des dignitaires algériens qui viennent se faire soigner en France, on s'aperçoit que progressivement, ils vont se faire soigner plutôt ailleurs qu'en France. Donc tout ça, à mon avis, c'est uniquement des déclarations pour du vent, comme souvent malheureusement la diplomatie française sous Macron. Éric Coquerel, plus généralement sur le comité interministériel sur l'immigration, ce n'est pas la première fois qu'il se réunit. Quel regard portez-vous sur cette réunion? Est-ce qu'il y a pour vous un problème d'immigration en France? Non. Il n'y a aucun problème d'immigration? Non, je pense que quand on veut cacher des problèmes sociaux, des problèmes d'ordre environnementaux, des problèmes de politique qui produisent l'inégalité, on parle de l'immigration. Voilà, ça c'est quelque chose vieux comme le monde qui n'a fait que renforcer le Rassemblement national. La France aujourd'hui, il faut le savoir dans les chiffres, n'est plus le grand pays d'immigration qu'elle a été. Voilà. En Europe, elle est loin d'être un des pays qui accueille le plus, par exemple. Et en plus de ça, nous savons, en réalité, quand on parle, par exemple, à des dirigeants du domaine, du monde économique, tout le monde dit qu'en réalité, la France a besoin d'immigration. Donc, on a une espèce de discours schizophrénique, si vous voulez. C'est-à-dire, entre d'un côté, l'idée que, attention, on va fermer les frontières, on va être absolument drastique sur la régularisation des sans-papiers, sur un nombre d'OQTF absolument considérable. Je sais plus, on doit être à peu près à 4-5 fois plus de QTF qu'en Allemagne. Alors évidemment, comme c'est des gens qui ne peuvent pas partir parce qu'ils ont des attaches, parce qu'en réalité, concrètement, ça ne peut pas se faire, on a moins de taux de réalisation. On est en train, j'allais dire, d'alimenter à la fois des fantasmes et un problème qu'on ne traite pas de la bonne manière. Il faut accueillir de manière digne, les gens qui sont en France, régulariser les travailleurs sans papier, de façon justement à éviter les défauts de la politique actuelle, c'est-à-dire une marginalisation, par exemple, de beaucoup de gens qui après, éventuellement, en plus, peuvent sombrer dans des problèmes psychiatriques. Éric Coquerel, ce que l'on voit en France et en Europe, c'est que les partis anti-immigration ont le vent dans les voiles. Encore en Allemagne, ce week-end, avec la percée de l'extrême droite, de l'AfD. En France, la popularité de politiques qui s'emparent de ce sujet. Bruno Retailleau, un Jordan Bardella, une Marine Le Pen. Est-ce que vous n'êtes pas, j'allais dire, à côté de la plaque, en disqualifiant, mais d'emblée, le sentiment d'une partie importante de l'opinion publique qui considère qu'il y a un problème? Oui, la popularité, je rappelle que M. Retailleau a fait partie de ceux qui ont le plus perdu aux dernières législatives, quand même. N'oublions pas qu'on parle des urnes. Ouais. Deuxièmement, en Allemagne, vous avez raison, il y a une percée de l'AfD, il y a aussi, heureusement, une percée de Die Linke, totalement sur, c'est-à-dire, en gros, la formation, on va dire, la plus proche de nous en Allemagne, totalement sur des bases différentes, qui assument justement une bataille antiraciste, qui fait, je crois, 2 fois moins que l'extrême droite. Oui, peut-être, mais qui a doublé quasiment son résultat, ce qui est intéressant. Je ne dis pas je nie pas le danger de l'extrême droite, mais quand vous avez sans arrêt, et ça date malheureusement depuis longtemps en France, des gens qui vous expliquent que l'extrême droite n'a pas les bonnes solutions, mais elle parle de vrais problèmes, les gens finissent par penser que oui, effectivement, il y a un problème. Ce n'est pas lié à un sentiment réel des Français, que François Bayrou a évoqué comme un sentiment de
les copines servent à rien, il vaut mieux aller sur ceux qui, depuis le départ, disent qu'il y a des problèmes. Je pense que nous alimentons l'extrême droite en, justement, agitant le fantasme de l'immigration. Donc, je vous le répète, je pense que la France n'a pas un problème d'immigration. Il n'y a pas trop d'étrangers dans ce pays, ce n'est pas vrai. Et y compris d'un point de vue pour la natalité, y compris pour l'économie, en réalité, elle aurait surtout besoin, je le répète, que les choses s'apaisent. Ça passe notamment par la régularisation des travailleurs sans papier. Bon, réunion donc sur l'immigration autour de François Bayrou sera à 14h. Il y aura probablement des annonces à la suite. Ce matin, c'est Emmanuel Macron qui réunit ses homologues européens dans un Conseil européen en visioconférence pour échanger sur cet accord négocié par Washington pour mettre fin à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. D'abord, comment jugez-vous les efforts d'Emmanuel Macron pour précisément faire en sorte que la France et l'Europe aient voix au chapitre ? Bah, écoutez, si on peut revenir en arrière, quand même, on va le faire, mais d'un mot vraiment sur Emmanuel Macron, parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que les Européens étaient exclus de la table de négociation. Oui, ils y sont désormais. C'est grâce au président français. Ils sont dans la table de négociation. Vous avez vu ça ? Emmanuel Macron était à Washington lundi. Il est autour de la table de négociation jeudi. Et il est autour de la table de négociation avec nous. J'ai entendu M. Trump expliquer qu'il allait voir M. Zelensky, qu'il allait voir M. Poutine. Je n'ai pas entendu M. Trump dire l'Ukraine et l'Europe vont arriver à la table de négociation. Par contre, j'ai entendu quelque chose de concret après, c'est-à-dire l'accord qui a été signé hier entre les États-Unis et l'Ukraine pour les terres rares, les minerais rares, parce qu'en fait, en réalité, il s'agissait de ça essentiellement depuis le début, c'est-à-dire une guerre pour des ressources qui montrent que finalement la question du droit international, de la démocratie, c'était pas vraiment ce qui était important dans cette affaire. Et moi, ce que je constate, c'est qu'avant le voyage à New York, à Washington, par contre, la France était un peu en dehors du jeu, et après le voyage, elle est aussi en dehors du jeu. C'est Monsieur Trump qui est en train de dicter son agenda avec Monsieur Poutine, et à force d'avoir été alignée comme elle l'a été, avec en plus des déclarations de Monsieur Macron ayant à un moment donné envisagé d'envoyer des troupes en Ukraine. Je vous dis pas la bonne mine que nous aurions aujourd'hui si nous avions des troupes en Ukraine le jour où les États-Unis vont partir et font une paix unilatérale sur fond de ressources minières avec l'Ukraine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'aurait pas été positif. Cet envoi de troupes. Bien sûr. Et si ce sont des troupes, on avait raison. Si ce sont des troupes de maintien de la paix, Éric Coquerel, tel que l'envisage Emmanuel Macron, c'est-à-dire une fois un accord signé, qu'il puisse y avoir une force conjointe pour et qui achèteront des armes aux États-Unis, parce que c'est de ça dont il s'agit. Attendez, c'est deux choses différentes. Mais d'abord, l'idée de troupes en Ukraine pour garantir la paix, de troupes européennes avec un contingent français, est-ce que c'est une idée à laquelle la France insoumise est favorable ou défavorable? Moi, ce que je crois, c'est que il faut maintenant être ce qu'on aurait toujours dû faire du côté du droit international et avec une politique non alignée qui nous permettrait de jouer un vrai rôle. Donc, ça n'empêche pas d'envoyer des troupes pacifiques. S'il doit y avoir des troupes en Ukraine, mais en une autre, c'est des casques bleus. Donc ça doit se faire sous l'égide de l'ONU. Voilà, ça ne peut pas se faire, j'allais dire, en tant que possible belligérant face à la Russie. Je crois que c'est ça que la France doit rechercher. Nous, on avait demandé depuis le début que la France propose une grande conférence des frontières sous l'égide de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui permettait de joindre les États-Unis. Jamais ça n'a été fait. La France n'a pris aucune initiative. Donc maintenant, on n'a plus grand-chose en réalité, faut le dire, dans la musette. C'est-à-dire que on est dans une situation où Trump décide de ce qu'il veut. Il a 3 objectifs. Les minerais, il vient de le faire. Bon, le deuxième objectif, c'est de se retirer et de nous laisser effectivement la sécurité en achetant des armes aux États-Unis. Je pense que il faut dire une chose. Il n'y aura pas de troupes françaises pour quelque mission que ce soit, si l'Europe et l'Ukraine n'est pas à la table de négociation, et 2, rien ne peut se faire en dehors de l'ONU et en dehors de l'égide des casques bleus. Je crois, parce que sinon, on va se retrouver à nouveau dans une situation où à la fois on n'agira pas et on sera en plus dans une mise en tension, parce que là-bas, le risque de guerre, y compris généralisé, n'est pas encore terminé. Puisque vous évoquez les achats d'armes, est-ce que vous êtes toujours contre une Europe de la défense ? En tout cas, moi je pense que la France doit d'abord, avant tout, avoir les moyens de sa politique non alignée. Et les moyens de sa politique non alignée, c'est d'avoir les moyens de se défendre. Donc voilà ce que je crois pour l'instant. Avec les Américains qui se retirent, sur cette défense qui n'existera plus à l'avenir, et Coquerel, est-ce qu'on ne sera pas plus fort à plusieurs? Quand vous avez une armée, quand vous avez une défense, c'est sous un contrôle démocratique, sous une souveraineté, sous le contrôle de votre peuple. Normalement, je pense que le Parlement est pas assez consulté quand il y a des entrées en
guerre ou des interventions françaises. Il le sera lundi, je crois, avec un débat sur mais ça devrait être fait beaucoup plus forte. Est-ce que l'Europe offre ce cadre? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose en Europe qui montre qu'il y aurait, j'allais dire, une nation européenne qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, avoir un contrôle sur ses moyens de défense, etc. Non. Donc, je pense que la France doit d'abord avoir sa propre politique. Après, elle a des coopérations avec d'autres pays d'Europe dans ce cadre-là, oui, notamment, par exemple, en termes de production d'armement. Mais je pense qu'elle doit d'abord se donner les moyens d'une politique non alignée en faveur de la paix. C'est la seule manière de se faire entendre et c'est ce qu'on a oublié depuis 7 ans. D'un mot, avant de passer aux retraites, est-ce qu'on doit dépenser plus pour notre défense, Éric Coquerel? Oui? Non? Déjà, alors ça pose deux questions. Encore plus que l'effort qui a été fait ces derniers temps. Peut-être, mais vous savez bien aussi qu'on doit beaucoup dépenser, par exemple, pour l'urgence absolue, qui est la question environnementale, pour l'éducation, pour la santé, etc. Voilà. Donc, peut-être qu'il faudrait arrêter de baisser les recettes, arrêter de baisser les cadeaux fiscaux plus riches qui rapporteraient de l'argent, et peut-être qu'il faudrait, mais j'ai cru comprendre que pour l'armement, on était prêt à le faire, alors que nous le demandons depuis longtemps pour l'écologie et autres, mais les idées au moins avancent de ce point de vue-là, arrêter avec cette règle sacro-sainte des 3% de déficit qui cadenasse à un moment donné des investissements nécessaires. Éric Coquerel, demain, réunion importante. Première réunion syndicale entre partenaires sociaux pour améliorer la réforme des retraites, ce qu'on a vulgairement appelé le conclave, ou ce que plutôt le Premier ministre avait qualifié de conclave. Pour vous, que peut-il en sortir? Est-ce que vous êtes toujours sur cette ligne de l'abrogation de la réforme Borne ou rien? Oui, et il en sortira rien d'ailleurs. Comment vous pouvez le savoir? Parce que si on suit ce que M. Bayrou a dit, il veut qu'il y ait un accord pour éventuellement une nouvelle loi proposée à l'Assemblée. Sinon, il y aura la loi Borne qui continuera à être appliquée. Elle n'a pas été concluée. Vous savez bien que les différents partenaires n'y vont pas avec les mêmes objectifs. Les syndicats, ils vont avec l'objectif de revenir à 62 ans. Voilà. Bon. Les organisations patronales, ils vont avec l'objectif d'introduire de la capitalisation, c'est-à-dire faire pire encore que la réforme Borne. Donc tout ça va se terminer. J'entends que même la CFDT, Éric Coquerel, dit une part de capitalisation. Non, si ça ne trahit pas l'esprit du système par répartition, il n'y a pas de veto à ce stade de la CFDT sur ce point. Non, la CFDT dit pas ça. Si, il n'y a pas de veto. Non, je ne veux pas me faire porte-parole de la CFDT, mais la CFDT s'engage pas sur la voie de la capitalisation, remettant en question le système de répartition. Mais je reviens à votre question, parce qu'on n'a pas le temps de la traiter. Je vous dis qu'à la fin, il n'y aura rien. Et tout ça sera apparu pour ce que c'était, c'est-à-dire un leurre pour éviter une abrogation qui, je vous le rappelle, était majoritaire à l'Assemblée. Voilà, c'est ça l'objectif, et pour éviter la motion de censure. Donc, M. Bayrou va parvenir à ça. Il a ce conclave qui ne servira à rien. Je note quand même quelque chose, c'est que avant ce conclave, il nous avait expliqué qu'il y avait un déficit caché, plus de 50 milliards d'euros qui étaient cachés. La Cour des comptes a écarté cette piste dans le rapport qu'elle a rendu. La Cour des comptes finalement valide les chiffres du comité d'orientation des retraites, et on s'aperçoit par exemple qu'en jouant sur les cotisations, en jouant sur l'égalité de salaire homme-femme, en jouant par exemple sur le fait que des revenus qui ne sont pas soumis à cotisation, les primes et autres, soient soumis à cotisation, on peut très bien faire en sorte de revenir à 62 ans, voire 60 ans. C'est une des grandes leçons finalement du rapport du corps. La Cour des comptes dit aussi que la réforme de 2023 ne suffira pas à répondre aux besoins financiers. Ce qui est vrai, donc il faut agir sur d'autres leviers, notamment par le partage de la valeur ajoutée, qui est plus d'argent du côté des salaires, donc des cotisations. Puisque vous attendez à ce que ce conclave n'arrive à rien ou n'obtienne aucune amélioration, est-ce que ça veut dire qu'à l'issue de ces réunions, il faudra à nouveau poser la question de la censure du gouvernement de François Bayrou? Ah oui, je pense, mais maintenant, oui, bien sûr. Nous, on le posera à chaque fois que c'est possible. Mais je crois que nous avons raté le Parti socialiste nous a fait rater l'occasion qui était devant nous. Et donc maintenant, on va se retrouver avec à la fois les méfaits d'un budget qui a été voté, on va en parler sur le prix de l'électricité, mais également sur une réforme des retraites qui va être la poursuite de la réforme Borne. Sur les prix de l'électricité. L'interview d'Éric Coquerel dans l'émission Face à Face aborde plusieurs sujets brûlants, notamment les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, la guerre en Ukraine et les discussions sur la réforme des retraites en France. Sur la question des relations franco-algériennes, Coquerel souligne que les tensions actuelles résultent d'un contentieux historique jamais totalement apaisé et de divergences politiques récentes. L'Algérie reproche à la France certaines déclarations officielles et un manque de reconnaissance sur des sujets sensibles liés à la colonisation et à la guerre d'indépendance. De plus, la politique migratoire française, souvent perçue comme restrictive et discriminante envers les ressortissants algériens, alimente un climat de défiance.
Coquerel critique l'attitude du gouvernement français, qu'il juge parfois maladroite ou condescendante, et plaide pour une relation basée sur le respect mutuel et la coopération, notamment sur les dossiers énergétiques et économiques. Concernant la guerre en Ukraine, il exprime des réserves sur la stratégie occidentale et la gestion du conflit par la France et l'Union européenne. Il dénonce une approche qui, selon lui, ne favorise pas une sortie rapide de la guerre et tend à aggraver la situation sur le terrain en prolongeant les hostilités. Il estime que la France devrait jouer un rôle plus actif dans la recherche d'une solution diplomatique plutôt que d'accompagner systématiquement les choix de l'OTAN et des États-Unis. Sans nier la responsabilité de la Russie, il considère que la guerre en Ukraine est aussi le fruit d'une série de tensions géopolitiques mal gérées sur le long terme. Selon lui, la solution passe par des négociations impliquant toutes les parties et une réflexion sur la sécurité collective en Europe, incluant la Russie, dans un équilibre stable. Sur le plan intérieur, Coquerel s'exprime sur le conclave autour des retraites, une initiative du gouvernement visant à discuter de l'avenir du système avec certains partenaires sociaux et responsables politiques. Il critique la méthode employée, dénonçant une tentative de faire accepter en douceur des réformes impopulaires. Selon lui, cette réforme vise avant tout à repousser l'âge de départ à la retraite et à réduire les droits des travailleurs, ce qu'il juge inacceptable, dans un contexte où de nombreux Français peinent déjà à travailler jusqu'à l'âge légal actuel. Il souligne également les inégalités du système, rappelant que l'espérance de vie en bonne santé n'est pas la même selon les catégories sociales et que certains métiers usants devraient permettre un départ anticipé. Pour lui, une réforme juste devrait au contraire renforcer les mécanismes de solidarité et chercher d'autres sources de financement, comme une meilleure contribution des hauts revenus et des grandes entreprises. Il insiste sur l'importance de la mobilisation sociale et politique pour faire entendre ses revendications et éviter que les décisions ne soient prises sans réel débat démocratique. À travers cette interview, Éric Coquerel réaffirme ainsi les positions de la France insoumise, à la fois critiques vis-à-vis des choix gouvernementaux et portées par une volonté de transformation sociale et économique plus égalitaire.